Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La visite du chef de l'État sénégalais Macky Sall en Russie. Le président en exercice de l'Union africaine s'est entretenu ce 3 juin à Sotchi avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Au cœur de cet entretien, le conflit en Ukraine et la menace qu'il représente sur l'approvisionnement en blé des pays africains. La Côte d'Ivoire en quête de financement pour relancer son économie. Le pays espère obtenir une enveloppe de plus de 200 milliards de francs CFA auprès de la Banque islamique de développement qui tient actuellement ses assemblées annuelles en Égypte. Et puis, focus sur la vente d'œuvres d'art sous forme de NFT, une pratique à laquelle s'adonnent de plus en plus d'artistes, notamment en Afrique du Sud. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'adoption de la proposition de loi relative à la modification de la loi électorale en République démocratique du Congo. Le texte a été voté par l'Assemblée nationale ce jeudi. Un vote marqué par l'absence de l'opposition qui a refusé de prendre part à la séance. Avec cette nouvelle loi, la Commission électorale nationale indépendante devra publier sur son site internet les résultats des scrutins bureau de vote par bureau de vote. Autre point de ce texte, il entend promouvoir la représentation des femmes au sein des circonscriptions. Mais pour le G13, le groupe regroupant les parlementaires et des représentants de la société civile à l'origine de cette proposition, ce texte a été dénaturé. Alors que la guerre en Ukraine ne cesse de prendre de l'ampleur, le chef de l'État sénégalais Macky Sall s'est entretenu ce vendredi 3 juin avec son homologue russe, Vladimir Poutine. En tant que président en exercice de l'Union africaine, il est venu alerter le dirigeant russe sur les conséquences de ce conflit pour l'Afrique, notamment en termes d'approvisionnement en blé. Dans ce contexte critique pour le continent, le chef de l'État sénégalais appelle à la libération des stocks de céréales bloqués en Ukraine. Robin Lozano. Les pays africains sont aussi victimes de la guerre en Ukraine. Voilà ce qu'a affirmé ce vendredi 3 juin le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. Une déclaration faite dans le cadre d'une visite officielle en Russie. Il faut dire que les pays africains importaient plus de la moitié de leur blé de Russie ou d'Ukraine. Depuis, le continent fait face à une grande pénurie, en partie à cause de l'embargo sur les céréales qu'a imposé le gouvernement russe aux Ukrainiens. Le président de l'Union africaine craint également que de nouvelles sanctions européennes viennent aggraver la situation alimentaire. Je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. J'ai parlé au Conseil européen le mardi. En leur disant, oui, vous dites, il y a la guerre, la crise, mais il y a aussi les sanctions. Et il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de sanctions. Travailler ensemble, c'est en effet la ligne directrice qui régit les relations entre la Russie et l'Afrique depuis plusieurs années. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, le président russe Vladimir Poutine et son administration ont multiplié leurs efforts pour intensifier dans différents domaines, notamment militaires et économiques, les relations russo-africaines. Nous pensons avoir de très bonnes relations avec l'Afrique en général et ses nations individuelles. Je dirais même des relations amicales sans exagération. L'Afrique dans son ensemble a un énorme potentiel et sur cette base nous continuerons à développer nos relations avec l'Afrique et ses nations individuelles. Et c'est dans cette dynamique que le président Poutine se dit prêt à faciliter le transit de céréales, à condition que l'Europe lève l'arsenal de sanctions et procède au déminage des ports ukrainiens. L'actualité, c'est aussi ce nouveau sommet extraordinaire de la CEDEAO au Ghana. Les chefs d'État sont attendus à Accra ce samedi 4 juin. Un rendez-vous qui sera une nouvelle fois consacré à la situation politique en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, qui ont connu des coups d'État orchestrés par des militaires. Les dirigeants de l'organisation sous-régionale devraient de nouveau plancher sur la durée de la période transitoire. Alors que les autorités maliennes ont finalement acté une transition de 2 ans, elle pourrait, d'après certaines sources, être revue à la baisse. Le Mali espère ainsi obtenir une levée des sanctions économiques imposées par la CEDEAO.
En restant en Afrique de l'Ouest, où l'armée burkinabé indique avoir neutralisé au cours de ces 2 dernières semaines plus de 100 terroristes. Une information divulguée par le commandant des opérations du Théâtre national, le lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni, lors d'une conférence de presse donnée ce vendredi. Parmi les assaillants neutralisés figurent notamment 2 chefs décrits comme influents. L'un d'entre eux est Tidiane Djibrilou Diko. D'après la même source, il a été neutralisé, je cite, lors de frappes aériennes dans les environs de Tongo-Mayel. Écoutons-le. Les forces de défense et de sécurité ont poursuivi leur offensive contre les groupes armés terroristes sur plusieurs parties du territoire national. De nombreuses actions aériennes et terrestres ont ainsi pu être conduites avec des résultats plutôt satisfaisants. Dans le centre-nord, en termes d'actions offensives majeures, les unités poursuivent depuis bientôt 3 semaines leurs actions offensives contre les groupes armés terroristes avec un focus sur la sécurisation de la route nationale numéro 3 et la neutralisation au bilan d'une vingtaine de terroristes notés à notre niveau. Depuis le 19 mai, des actions offensives combinant moyens aériens et artillerie se déroulent dans la région du Nord, avec pour bilan la destruction des bases terroristes de Rimbolo, Bidi, Boulukamba, ainsi que la neutralisation d'une 50aine de terroristes et la récupération de matériel divers. Et depuis le 28 mai 2022, une opération combinée, appuyée par l'armée de l'air et les unités d'artillerie, se déroule dans la zone de la boucle du Moun, autour des bases terroristes de Bourasso et de Zonakui, avec des résultats majeurs obtenus. Au total, 39 terroristes neutralisés au cours d'accrochage avec les groupes de la dite zone. Alors que les assemblées annuelles de la Banque islamique de développement se poursuivent en Égypte, la Côte d'Ivoire a profité de ce rendez-vous pour lancer un appel à ses partenaires. Le pays a présenté un plan de développement en vue de relancer son économie mise à rude épreuve par la pandémie de coronavirus. Les autorités espèrent obtenir de la part de l'institution un financement de plus de 200 milliards de francs CFA. Les détails avec Mahamat Ramadan et Christian Djimadou. La Côte d'Ivoire veut relancer son économie post-Covid-19 par les investissements massifs dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des nouvelles technologies. Le pays a profité des assemblées annuelles du groupe de la Banque islamique de développement qui se déroule du 1er au 4 juin 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte pour présenter aux partenaires son plan de développement. Pour mettre en œuvre cette vision ambitieuse, elle compte sur la BID pour un financement d'environ 200 milliards de francs CFA en 2022. Les interventions de la Banque islamique en Côte d'Ivoire en 2010 étaient moins de 60 milliards de francs CFA. En 2021, les interventions cumulées, je parle des engagements, sont au-delà de 1200 milliards de dollars. C'est dire toute la place que cette institution a prise dans la restauration de notre économie post-crise. Pour favoriser la croissance rapide de son économie, le gouvernement ivoirien compte sur les partenariats publics-privés pour attirer davantage les investissements dans les secteurs clés porteurs de croissance. Une vision que partagent la Banque islamique de développement et les partenaires multilatéraux qui estiment que la relance économique de la Côte d'Ivoire pourrait profiter à la sous-région très affectée par les crises endogènes et exogènes. Beaucoup de nos partenaires multilatéraux ont compris que la création de richesses dans nos pays est portée par le secteur privé. Donc c'est beaucoup de pieds de nez qu'ils font à nos secteurs privés pour d'abord participer aux assemblées et comprendre leur mode opératoire, dire qu'ils ont des opportunités à offrir à ce secteur privé et les inviter à prendre part. Pour rappel, en moins de 10 ans, les investissements de la Banque islamique de développement sont passés de 60 milliards de francs CFA à plus de 1200 milliards en 2021. Un partenariat fructueux que les deux parties comptent renforcer dans le cadre bilatéral au profit du développement socio-économique des Ivoiriens.
Dans l'actualité également, des chiffres alarmants. En Afrique du Sud, les meurtres de femmes ont augmenté de 17,5% entre janvier et mars 2022. Dans les détails, 898 femmes ont été tuées contre un peu plus de 760 lors de la même période en 2021. Ces statistiques ont été dévoilées par le major général Norman Sekoukoune. Une augmentation de la violence vivement dénoncée par le ministre de la Police, Beki Sele. Pour lutter contre ce fléau, il estime que le pays a besoin, je cite, d'un partenariat plus fort avec les communautés basées sur une relation de confiance. L'Afrique du Sud, où parallèlement, de nombreux artistes se tournent davantage vers le numérique pour vivre de leur art. Certains commercialisent leurs œuvres sous forme de NFT. C'est le cas du peintre Fatouani Moukeli qui a pu obtenir des milliers de dollars en passant par une plateforme dénommée The Tree. Plus de précisions dans ce sujet de Robin Lozano. Un nouveau monde à la portée des artistes du XXIe siècle. Ce monde virtuel, aussi appelé Metaverse, représenterait le futur d'Internet selon les piliers du web que sont Meta et Microsoft. Fatouani Moukeli, jeune peintre basé à Johannesburg, affirme avoir déjà gagné des milliers de dollars en vendant ses œuvres sur le marché virtuel. Une opportunité pour lui, comme pour d'autres artistes sud-africains, de vivre de leur art. Il y a un monde virtuel aujourd'hui. Les gens y achètent des propriétés et vos œuvres peuvent être sur leur mur. Les acheteurs reçoivent les toiles achetées physiquement et sous forme de NFT sécurisées grâce à la blockchain, une technologie de stockage de données certifiée inviolable. Le caractère polluant de cette technologie est souvent pointé du doigt, mais Fatouani vend ses œuvres via une alternative écologique surnommée The Tree. Le cofondateur de ce marché en ligne, Dan Portal, affirme que l'impact environnemental de The Tree est moindre comparé aux blockchains les plus populaires. Là où une blockchain comme Ethereum utilise une grande puissance de calcul en traitant les données transaction par transaction, cette blockchain que nous utilisons, appelée Polygon, utilise une fraction minime de cette puissance en traitant de nombreuses transactions à la fois au lieu d'une seule. Le marché des NFT qui a explosé en 2021 continue de se développer et pourrait donc représenter une part encore plus significative du commerce d'œuvres d'art dans les années à venir. Il devra cependant se plier à plus d'alternatives écologiques comme celle proposée par la société sud-africaine The Tree s'il veut s'inscrire dans une logique de développement durable. Objectif 2024, c'est le nom d'un projet d'envergure visant à favoriser le développement du sport en République démocratique du Congo. Présenté en mars dernier, ce plan cible dans un premier temps 12 disciplines, le basket notamment, le football ou encore le judo à Meneji. Le sport s'est révélé être un outil économique et souple pour promouvoir les objectifs de paix et de développement. Fort de cela, la République démocratique du Congo élabore une politique sportive et un plan de développement et de financement du secteur des sports. Dénommé Objectif 2024, le projet lancé en mars 2022 résume une série d'actions du gouvernement dans le souci de lancer le développement du sport congolais dans un environnement moderne et assaini. Dans Objectif 2024, il est question pour nous d'identifier des fédérations qui gèrent des disciplines populaires. Parce que ce n'est pas toutes les fédérations qui sont populaires dans notre pays. Et nous, notre intérêt, c'est voir là où l'intérêt de la jeunesse est. Et alors, on avait plus ou moins 72 fédérations. Alors, on a réduit de 72 fédérations à 12 fédérations. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un grand problème dans notre pays. C'est ce suivi-là qui nous manque. Et voilà, avec Objectif 2024, nous allons garder une dizaine de fédérations. Nous allons les installer dans toutes les provinces, accompagner ces fédérations à faire le suivi des disciplines. Nous allons aider ces fédérations ou ces disciplines à dénicher des talents cachés à travers la République démocratique du Congo, créer des léopards dans toutes les disciplines. À cet effet, les autorités ont pris connaissance du levier de développement que pouvaient représenter des infrastructures sportives modernes, tant en termes économiques que sociaux. D'abord, avant de créer de nouvelles infrastructures, nous avons d'abord envisagé réhabiliter les anciennes structures qui existaient déjà dans le pays. Et après cela, il y a toute une politique autour du sport par rapport à notre gouvernement. On a un programme de mettre dans chaque chef-lieu des 145 territoires au moins un stade municipal. D'après le dernier rapport sur les états de suivi budgétaire de l'année 2021, le gouvernement de la RD Congo a alloué plus de 68,8 milliards de francs congolais, soit plus de 34,1 millions de dollars américains pour le secteur des sports et loisirs.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.